une crise biologique à la fin du Crétacé. Alors c'est quoi une crise biologique? Biologique, c'est un rapport avec la vie. Donc en fait, ça correspond à une disparition de très nombreuses espèces, alors de plus ou moins nombreuses espèces, sur une période qui est relativement courte à l'échelle géologique. Donc c'est suite très souvent à un événement catastrophique. Par exemple, la crise biologique à la fin du Crétacé, on parle de crise biologique Crétacé-Paléocène, en fait, a marqué la fin du Crétacé et le début du Paléocène. Alors, cette crise est due à une météorite, en fait, qui est venue cogner sur la Terre. Donc, il y a eu des conséquences catastrophiques. Donc ça, c'était il y a à peu près 65 millions d'années. Et de ce fait-là, la biodiversité planétaire a été considérablement marquée, modifiée. Et en fait, donc, on marquait là une période, donc on terminait là une période que l'on appelle le Crétacé. Alors Crétacé, on pense à craie, période durant laquelle s'est formée la craie, carbonate de calcium, etc. Bon, voir un autre cours pour les explications. Et la fin du Crétacé donc, a marqué le début d'une nouvelle période que l'on appelait le Paléocène, d'où le terme crise Crétacé-Paléocène. Alors, au Crétacé, il y avait des écosystèmes, un certain nombre d'êtres vivants. Au Paléocène, c'était pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que à la fin du Crétacé, justement, beaucoup d'espèces ont disparu, mais d'autres, au contraire, ont pu, d'autres ont pu évoluer en fait grâce à la disparition de certains êtres vivants. On pense évidemment aux dinosaures, etc. Bon. Nous allons en parler. Alors cette crise, elle a affecté de nombreux êtres vivants, dont les archosaures. Alors les archosaures. Que signifie archosaure? Alors vous regardez sur internet la définition du mot archosaure, sinon vous prenez un dictionnaire. Ce sont des animaux vertébrés dont le crâne possède deux ouvertures originales, dont la fenêtre antéorbitaire, et qui regroupent les crocodiliens, les oiseaux et les dinosaures qui ont disparu. Voilà, donc globalement, ce sont les archosaures. Alors, on va parler de deux choses, une extinction sélective des archosaures lors de la crise Crétacé-Paléocène, et ensuite on va voir qu'après la crise, des espèces d'archosaures, au contraire, ont pu survivre et se diversifier. Alors, bon, les choses sont assez compliquées, évidemment ce sont des reconstitutions. Bon, maintenant on peut se poser la question, en quoi ou comment la crise Crétacé-Paléocène a-t-elle affecté le groupe des archosaures? Alors, les archosaures sont un sous-groupe des vertébrés qui sont apparus il y a environ 250 millions d'années. 250 millions d'années. Or, malgré leur morphologie très diversifiée, ces animaux ont des caractères distinctifs. Distinctifs, ça veut dire qu'on peut distinguer deux individus l'un par rapport à l'autre. Entre autres, il faut vous procurer donc soit le manuel scolaire, soit vous regardez sur internet. On vous montre donc les deux ouvertures originales dans les os du crâne, dont la fenêtre antéorbitaire. Donc c'est une fenêtre, c'est un trou en fait qui est situé un petit peu avant, à l'avant de l'orbite à l'avant des orbites dans lesquelles il y a les yeux. Ce sont deux trous. On les appelle des fenêtres antéorbitaires. Ça veut dire antérieures aux orbites. Donc on peut voir sur des êtres vivants, sur un ptérosaure, donc qui vivait dans les airs, 4 mètres d'envergure, Anangera blitters, alors toujours des noms compliqués à dire, Anangera blittersdorfi. Voilà, donc c'était un ptérosaure, donc on voit bien sur une image que vous allez pouvoir trouver, donc la fenêtre orbitaire. Alors il y en a deux évidemment. Ensuite, au niveau d'un T-Rex, Tyrannosaurus rex, on voit bien également les fenêtres orbitaires. Et puis sur un crocodilien du Crétacé,
également on voit des fenêtres orbitaires. Donc voilà, donc là c'était le groupe des archosaures, hein, qui font partie du groupe des vertébrés. Donc c'est un sous-groupe en fait des vertébrés. Donc je répète, apparu il y a 250 millions d'années. Et à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, donc à peu près, la température moyenne de la Terre n'était pas de 15 degrés Celsius comme elle l'est aujourd'hui, en moyenne, hein, à peu près, elle était plutôt de 20 degrés Celsius. Donc vous imaginez que dans ces conditions, le niveau des mers n'était pas le même que le niveau actuel. En fait, il y avait 250 mètres de plus que le niveau actuel, ce qui est quand même énorme, hein. Vous imaginez un stade de foot, les deux lignes droites qui font 100 mètres, eh bien il y a 2 fois ces 100 mètres plus la moitié. 250 mètres de haut, comme s'il y avait 250 mètres au-dessus de moi, en plus de ce qu'il y avait aujourd'hui. Alors, dans cet environnement donc, qui était relativement chaud, eh bien évidemment, de nombreux groupes d'archosaures ont pu se développer. Alors il y avait entre autres sur la terre ferme par exemple les dinosaures, donc ces fameux dinosaures qui fascinent beaucoup de jeunes. Il y avait les ptérosaures, alors eux qui vivent dans les airs, donc on a donné un nom tout à l'heure, Anongera blittersdorfi, toujours amusant de prononcer les mots compliqués. Et les crocodiliens, donc qui vivaient dans les marécages, crocodiles, hein, on connaît bien les crocodiles, et même vous allez être étonné parce que les oiseaux aussi font plus ou moins partie des dinosaures, des archosaures, donc dinosaures. Alors, donc voilà, alors on peut s'amuser, vous pouvez vous amuser à regarder sur internet donc des reconstitutions de paysages de la fin du Crétacé, où vous voyez bien donc ces dinosaures sur la terre ferme. Alors il y a plusieurs espèces, les ptérosaures qui volent dans l'air, alors les redoutables ptérosaures avec leurs dents acérées, et les crocodiliens donc qui vivent dans des marécages, donc dans des zones qui sont relativement chaudes, humides. Et donc toutes les espèces de dinosaures et tous les ptérosaures vont brusquement, à la fin du Crétacé, donc suite à la collision de la météorite, donc vont s'éteindre. Alors, en revanche, les crocodiliens, eux, eh bien, vont en partie résister. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils étaient habitués à vivre dans l'eau, dans les marécages. Peut-être que ça a été une espèce de protection. Bon, c'est une hypothèse. Donc, en revanche, les crocodiliens, donc, comme je disais, se maintiennent pour la plupart, et il y avait seulement 5 des 14 groupes d'espèces qui ont disparu. Donc 5 des 14 groupes d'espèces disparaissent. Quant aux oiseaux, seules quelques espèces ont franchi, donc ont pu résister. Donc les oiseaux, et on va voir après qu'ils se sont largement diversifiés. Donc vous voyez, quand on parle de crise biologique à la fin du Crétacé, c'est-à-dire crise biologique, donc disparition d'êtres vivants, de nombreux êtres vivants, donc suite à une catastrophe, hein, on a par exemple le groupe des archosaures qui ont été affectés. Évidemment, on parle de crise biologique Crétacé-Paléocène parce que c'est la fin du Crétacé, le début du Paléocène, deux périodes géologiques qui sont évidemment très importantes. Bon, fin du Crétacé, alors est-ce que ça veut dire que le niveau des mers a brusquement diminué, puisqu'on dit la craie s'est formée dans les océans, enfin dans les eaux très... enfin la Normandie, par exemple, était recouverte, très bien recouverte. Alors est-ce que ça veut dire que les eaux ont disparu, pas disparu, et que le Paléocène est apparu? Bon, les choses sont plus compliquées, c'est plus complexe, parce que là on dit par exemple que la température était à 20 degrés Celsius et qu'on avait un niveau des mers qui était de 250 mètres plus haut. Donc, voilà. Donc les choses se sont faites tout doucement dans le temps, jusqu'à ce que les niveaux d'eau disparaissent tout doucement, mais pour ça il a fallu encore de nombreux millions d'années. Donc voilà, hein, donc on a dit les archosaures, dinosaures, ptérosaures, crocodiliens ont été affectés. Alors, après cette crise, en fait, et tant mieux pour eux, les espèces d'archosaures survivantes ont pu se diversifier. Alors, pour bien comprendre, en fait, il faut prendre un logiciel qui s'appelle Phylogène, en fait, et puis essayer de construire l'arbre phylogénétique des archosaures.
Alors voilà ce que je vous propose, c'est que on va vous proposer, moi je vous propose 6 espèces, enfin 6 êtres vivants en fait, et vous allez essayer de reconstituer, à partir des critères que je vais vous donner, de reconstituer l'arbre phylogénétique. Alors, il faut bien sûr trouver Phylogène, hein. C'est gratuit, hein, en téléchargement, vous faites un petit peu de recherche, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, vous allez noter, alors vous faites des pauses, hein, moi je parle normal, hein. Crocodile du Nil actuel, Ananguera. Alors, crocodile du Nil actuel, donc c'est un crocodile. Ananguera, c'est un ptérosaure. Ensuite, Camptosaurus, qui est un ornithis chien, ou skien, bon, ornithis chien, on va dire, c'est plus facile à retenir. Donc, Camptosaurus, hein, je vous ai dit. Ensuite, Alamosaurus, qui est un sauropode. Ceratosaurus, qui est un théropode. L'autre est un sauropode, là c'est un théropode. Et la pie actuelle, qui est un oiseau, et qui fait partie des théropodes. Donc voilà pour les animaux, pour les espèces. Maintenant, enfin pour les êtres vivants faisant partie d'une espèce, maintenant je vous donne ce qu'on appelle les attributs, et vous allez essayer de construire à partir des attributs l'arbre phylogénétique des archosaures. Alors, premier attribut, fenêtre anté-orbitaire. Fenêtre anté-orbitaire. Anté-orbitaire. Ensuite, deuxième critère, donc membre placé verticalement sous le corps. On dit attribut, hein, ce sont des attributs que je vous donne. Donc membre placé verticalement sous le corps. Ensuite, quatrième doigt allongé. Toit du crâne formant une table. Toit du crâne formant une table. Voilà. Ensuite, un des os du premier doigt est de petite taille. Ensuite, autre attribut, pubis basculé vers l'arrière. Ensuite, au moins 10 vertèbres cervicales. Autre attribut, le pied s'appuie sur 3 orteils. Et dernier attribut, plume asymétrique. Voilà, donc vous faites une matrice, ce qu'on appelle une matrice, donc un tableau, où vous représentez les êtres vivants que je vous ai cités. Les attributs, vous faites en fait sur une première ligne, vous mettez les êtres vivants. Sur une colonne, vous marquez les attributs. Et grâce à votre souris, en fait, vous cliquez dans la case correspondante, dans toutes les cases, et vous marquez présent ou absent. Et ensuite, vous cliquez sur des boutons spéciaux, en fait, sur des icônes, et vous allez voir, à un moment donné, vous allez voir apparaître, vous aurez construit votre arbre phylogénétique. Et vous pouvez même vous amuser à faire des groupes emboîtés, donc des boîtes. Dans des boîtes, vous mettez ces groupes emboîtés. Bon, alors voilà le résultat. Je vous donne le résultat directement concernant cet arbre phylogénétique des archosaures. Eh bien, les archosaures, on a dit, alors le caractère commun, l'attribut commun, on l'a dit, et c'est ce qui caractérise les archosaures, c'est qu'il y a une fenêtre antéorbitaire. Voilà, donc ça c'est l'attribut commun, donc c'est une mutation qui est apparue au cours de l'évolution et qui a fait qu'elle est conservée chez tous les archosaures. Ensuite, autre mutation avec le temps, c'était membre placé verticalement sous le corps, ou alors le quatrième doigt allongé, ou alors toit du crâne formant une table. Donc ces trois attributs sont apparus au cours de l'évolution suite à des mutations. Alors toit du crâne formant une table, c'est pour le crocodile. Donc vérifiez que vous avez bon. Crocodile, donc crocodile du Nil actuel. Quatrième doigt allongé, ça fait penser à un doigt qui va s'allonger beaucoup et qui va former une aile. Donc là, à ce moment-là, vous avez les ptérosaures. Donc c'était Ananguera, hein, qui fait partie des ptérosaures. Ensuite, membres placés verticalement sous le corps, eh bien c'est les 4 autres. Alors, il faut les différencier quand même. Hein. On est quand même dans un arbre phylogénétique.
Alors un pubis basculé en arrière, qui va s'opposer à un des os du premier doigt est de petite taille. Donc pubis basculé vers l'arrière, c'était le Camptosaurus. Camptosaurus, donc ornithis chien. Voilà, donc vous ne vous êtes pas trompé, j'espère. Ensuite, un des os du premier doigt, c'était pour les 3 autres qui restent en fait. Alors soit on a au moins 10 vertèbres cervicales, c'était pour Alamosaurus, donc un sauropode. Et ensuite, le pied s'appuie sur 3 orteils. Alors il y a 2 possibilités, c'était pour les théropodes. Alors il y avait soit la pie, soit les Ceratosaurus, et bien c'est les 2. Mais en plus, l'oiseau, qui actuel, avait des plumes asymétriques. Bon, voilà, donc on a construit l'arbre phylogénétique. Donc vous avez vu que après la crise, les espèces d'archosaures survivants ont pu se diversifier. Donc l'observation des espèces actuelles et fossiles d'archosaures permet d'établir des liens de parenté entre ces animaux. Ces liens de parenté, on vient les mettre en évidence à partir des attributs. Et le plus grand des liens de parenté, c'était la fenêtre orbitaire. Alors, tous ceux qui avaient les membres placés verticalement sur le corps étaient des dinosaures. Donc les dinosaures, ptérosaures crocodiliens, donc étaient à part, puisqu'ils avaient 4e doigt allongé, concernant les ptérosaures, ou toit du crâne formant une table pour les crocodiliens. Voilà, donc alors plus les espèces possèdent des caractères que les autres espèces n'ont pas, plus elles sont apparentées. Donc on a dit qu'il y avait un ancêtre commun lorsque les êtres vivants possèdent un même attribut qui est apparu au cours de l'évolution et suite à une mutation en fait. Alors ces liens peuvent se présenter sous forme d'un arbre de parenté, on l'a construit, ou arbre phylogénétique. Donc sur cet arbre, on voit que les oiseaux actuels sont inclus dans le groupe des dinosaures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc d'ailleurs, les oiseaux ont des plumes, les poules ont des plumes, mais si vous remarquez bien, au niveau des pattes, il y a des écailles aussi. C'est très étrange. Bon, donc on pourrait penser que les oiseaux sont de redoutables dinosaures. Bon, tous les dinosaures n'étaient pas redoutables, mis à part le fameux T-Rex, le Ceratosaurus T-Rex. Alamosaurus n'était pas forcément, c'était plutôt un herbivore, il n'était pas méchant entre guillemets. Par contre, Camptosaurus, c'était autre chose. Bon. Donc en fait, les oiseaux actuels sont inclus dans le groupe des dinosaures. Ils constituent en fait un sous-groupe parmi les dinosaures théropodes. Parce que, comme je vous ai dit, il y avait le T-Rex, donc Ceratosaurus, et il se distingue par la présence de plumes asymétriques qui vont permettre le vol. Voilà, c'est ce qui caractérisait les oiseaux actuels par rapport au Ceratosaurus. Bon. Donc à la fin du Crétacé, donc, les oiseaux modernes, c'est-à-dire ayant un bec sans dents, parce que au départ les ptérosaures avaient des dents redoutables, très pointues, très acérées. Mais les oiseaux, les oiseaux actuels qui se sont diversifiés au cours du temps, en fait, n'avaient pas de dents. Donc ils n'ont pas de dents. Donc ces oiseaux ont survécu. Ils ont occupé tous les espaces libérés par la disparition de ces oiseaux archaïques, donc qui faisaient partie des ptérosaures et qui avaient des dents de redoutables dents. Bon, les oiseaux modernes ont évolué de manière très très importante, puisque si on regarde un graphe concernant qui montre la diversité des espèces d'oiseaux en unité arbitraire en fonction du temps, mais en remontant le temps en arrière. Donc en fait on fait un axe désordonné, mais au lieu de mettre un axe vers le futur, on met un axe qui provient du passé. Donc on voit qu'il y a 130 millions d'années, il y avait très peu d'oiseaux qui ressemblent aux oiseaux actuels. Bon, on ne sait pas trop en fait, mais en tout cas si on regarde le graphe, il y en avait quelques-uns. Bon, en fait, on ne sait pas. Et puis à partir de 65 millions d'années, comme par hasard, le nombre d'espèces a augmenté de manière incroyable. Donc on est passé pratiquement entre 0 et 10 espèces à plus de 150. Alors attention,
c'est en unité arbitraire. Donc ce n'est pas le nombre d'espèces. Quand on dit 0, 5, 10, 15, 20, c'est unité arbitraire, c'est en quantité en fait. Donc diversité des espèces en unité arbitraire, on est passé de 0 à 150 en unité arbitraire. Attention. Alors qu'avant, ça ne variait pas pratiquement à 0. Bon, par contre, un petit peu avant la crise Crétacé-Paléocène, on s'est aperçu que le nombre d'oiseaux avait quand même augmenté, le nombre d'oiseaux qui ressemblent aux oiseaux actuels. Alors, dans quel contexte, j'en sais rien. Bon, mais ça peut expliquer que quand il y a eu la crise Crétacé-Paléocène, eh bien, ces oiseaux modernes, entre guillemets, donc qui n'avaient pas dedans, ont pu se développer de manière incroyable. Voilà. Merci à la crise Crétacé-Paléocène. Voilà donc ce processus de diversification rapide, par exemple aux oiseaux, suite à la crise Crétacé-Paléocène, eh bien, s'appelle une radiation adaptative. Ça veut dire qu'il y a eu, il y a eu une grande diversification d'espèces suite à un événement capital que l'on appelait la crise Crétacé-Paléocène. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu du sujet, bien vous renseigner sur l'arbre phylogénétique. Moi je vous invite vivement, je vous conseille vivement à essayer de le faire. Bon, télécharger, c'est gratuit. Donc voilà, donc on a bien compris que il y a eu un impact important de la crise Crétacé-Paléocène sur ces archosaures. Donc avec ces fameuses fenêtres arbitraires qui caractérisent les archosaures. Donc crise Crétacé-Paléocène, crise biologique, disparition de très nombreuses espèces animales, très nombreux animaux ont disparu, mais d'autres ont pu se diversifier et coloniser donc la Terre. Aujourd'hui, ça correspond à l'écosystème que nous connaissons aujourd'hui. Et bon, si les dinosaures n'avaient pas existé, si la crise n'avait pas existé, nous ne serions pas là. Bon, on va terminer cette étude. Je pense que nous avons fait le tour de manière très simple. Le cours est terminé. Merci.